En 2011, Pauline Léniaud change maintes fois de direction et s'apprête à lancer Gemio, son entreprise de joaillerie. Elle reçoit une première commande de bijoux et appelle alors différents ateliers pour le fabriquer. Maison Vivatier, bonjour, que puis-je pour vous? Bonjour, je suis Pauline Léniaud, fondatrice de Gemio, la joaillerie en ligne. Je vous appelle car suite à la commande d'une cliente, je souhaite faire produire une bague en or rose et topaze et je voudrais... Je suis navrée, nous ne proposons pas ce genre de service. Si, justement, c'est pour ça que je vous appelle. Si vous me laissiez finir, vous... Au revoir, madame. Bienvenue sur l'histoire de Pauline Léniaud, une entrepreneuse qui a toujours cru qu'il fallait être une fille parfaite pour réussir et qui un jour a dit « stop ». Bienvenue sur l'apprenti. Je vous raconte les histoires de celles et ceux qui entreprennent en moins de 30 minutes toutes les semaines. Je m'appelle Laurent Broye, je suis entrepreneur et l'apprenti est un podcast produit par Inspire Média. Pauline naît à Paris et montre dès le plus jeune âge les signes d'une forte personnalité. À 6 ans, elle est autonome au point de confectionner des sandwichs afin de les vendre aux voisins. Très tôt donc, elle a besoin de faire. Et ça ne vient pas de nulle part, hein. Son père est le profil type du self-made man. Il n'a pas fait d'études supérieures et a pourtant réussi à entreprendre dans l'immobilier. Sa mère, quant à elle, s'est reconvertie à 45 ans pour devenir architecte paysagiste. La rage de vaincre, Pauline l'a dans le sang. Bon, après ça, vous vous dites que sa route vers l'entrepreneuriat était toute tracée. Pourtant, s'ils ont pris des risques, ses parents ont été plus frileux avec elle. Contrairement à ses parents, la jeune Pauline suit un parcours scolaire des plus classiques. Brillante élève, elle intègre une classe préparatoire littéraire et réussit le concours de la prestigieuse École normale supérieure. Les heureux élus étant peu nombreux, Pauline fait la fierté de sa famille. Pourtant, la rue d'Ulm prépare avant tout au métier de l'enseignement supérieur. Tu sais, si j'ai l'agrec cette année, il me reste plus qu'à valider le diplôme de l'ENS et après, j'enseigne. Sachant que tu pourrais être déjà chargé de t'aider, hein. Tu rigoles ? Je croule sous le boulot, l'agrec, c'est pas le CAPES. Tu peux pas l'avoir dans une pochette surprise. Et toi, Pauline, tu prépares l'agreg l'année prochaine ? Je sais pas. Tu devrais. Tu verras, hein, quand tu seras prof, t'auras moins d'heures de cours, tu seras mieux payé et t'auras du temps pour la recherche. Contrairement à ses camarades, Pauline n'a pas la vocation d'enseigner. Mais pas question de quitter le public. Et donc, elle se tourne vers le concours de l'ENA. Et là, elle bosse comme une folle et finalement décroche l'admissibilité. Là encore, elle fait la fierté de ses parents, mais aussi la sienne. Une telle réussite lui donne l'impression d'exister. L'oral de l'ENA est un entretien de personnalité de 45 minutes devant un jury de 6 personnes. Comme si tout ça n'était pas assez stressant, les oraux sont aussi accessibles au public. C'est donc devant une salle bien remplie que Pauline est travaillée au corps par les 6 examinateurs. Les questions fusent. Quel est le livre qui illustre le mieux votre rapport C'est à quoi la le dernier film que vous avez vu ? Qu'en avez-vous vie ? Il y a pensé ? une cause qui vous tient particulièrement à Votre cœur ? qualité ? Votre plus gros Dans défaut ? 5 ans, vous êtes où ? Le jury cherche à cerner Pauline. Lorsqu'elle quitte l'amphi, les quelques 20 personnes qui ont assisté à l'oral sont enthousiastes. Bien joué Pauline, t'as été super, tu étais très à l'aise, c'est sûr qu'ils te prennent. Pauline esquisse un sourire et le stress retombe. Les retours sont tellement bons qu'elle laisse place à l'espoir. Lorsque les résultats sortent, Pauline est confiante. Mais c'est la douche froide. Elle n'en croit pas ses yeux. Elle a obtenu 2 à l'oral. Elle vacille et les larmes lui montent aux yeux. Son monde s'effondre. Après 10 ans de travail acharné dans les hautes sphères, Pauline connaît son premier échec. S'ensuit une dépression, au cours de laquelle Pauline remet tout en question. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Comment se fait-il qu'un jury qui ne la connaît pas soit capable de voir qu'elle passait le concours pour les mauvaises raisons ? Depuis le début, elle emprunte la voie royale de la petite fille sage vers le succès et les hautes écoles. Mais était-ce sa volonté ou celle de ses parents ? Que veut-elle vraiment dans le fond ? Qui est-elle ? Elle comprend alors qu'il faut qu'elle arrête de contenter ses parents et de suivre les conseils de ses profs. Pauline doit apprendre
à s'écouter. Elle prend alors conscience que ce qui lui plaît, c'est l'aventure, le risque et surtout la création. Ce qui l'anime, c'est l'aventure entrepreneuriale, l'inverse de ses copains de Normal Sup. Elle veut être le maître de son propre destin et réalise alors qu'il va lui falloir une formation dans le business car son talent pour les dissertations risque d'être inutile. À 26 ans, Pauline Léniaud intègre la prestigieuse HEC. Et c'est comme une seconde naissance. Un véritable monde s'ouvre à elle. Elle apprend la comptabilité, le management et le recrutement. Enfin, elle touche à du concret. À 26 ans, Pauline sait déjà qu'elle veut créer une boîte, mais elle ne sait pas quoi. Pourtant, elle est très déterminée. Et déjà rendue mature par son parcours et son échec passé, Pauline ne fait pas la fête avec les autres étudiants. Pendant qu'ils se saoulent et dansent toute la nuit, Pauline réfléchit à son projet. Dans le cadre de ses études, elle réalise alors un stage et devient le bras droit d'un des fondateurs de la pâtisserie de luxe, Hugo et Victor. Suite à cette expérience, elle tombe amoureuse du monde de l'entreprise. C'est décidé, elle va créer quelque chose, mais pour l'instant, un grand événement survient. Sharif, son compagnon de toujours, la demande en mariage. Je suis passé pour un débile la dernière fois, j'ai confondu la place Vendôme avec la place des Vosges et j'ai dit à un ami que la maison de Victor Hugo était place Vendôme. Ben tu vois, Sharif, je préférerais presque être place des Vosges et visiter la maison d'Hugo plutôt que ces bijouteries sans âme. Merci pour moi. Mais non, mon amour, tu ne comprends pas. C'est justement parce que je rêve d'un mariage parfait avec toi qu'il me faut la bague parfaite. Et là, je crois vraiment qu'on trouvera rien. Ouais, t'as raison, c'est froid, c'est fade, c'est cher, ça se la pète et ça nous ressemble pas. On se casse ? Tu crois pas qu'il y aurait une opportunité sur le marché de la joaillerie pour un public plus jeune et plus moderne ? Genre un truc haut de gamme, mais quand même accessible. That's my girl. C'est donc suite à une belle demande en mariage et à la recherche ratée d'une bague de fiançailles que naît l'idée de Gemio. L'idée de créer une maison de joaillerie sur Internet qui épouse les habitudes de consommation du moment. Le site permet de choisir le modèle, le métal, la pierre et d'acquérir un bijou personnalisé à un prix compétitif par rapport aux joailliers de quartier. À la tête de l'entreprise, 4 jeunes diplômés des meilleures écoles. Pauline Léniaud, HEC Normal Sup, Sharif Deb, Central et Harvard Business School, son frère cadet Malek, polytechnicien, et enfin Fanny Boucher, formée au Gemological Institute of America. Une équipe de choc donc, dont la route vers le succès est toute tracée. Et pourtant, après s'être réparti les rôles et avoir démarré la création du site lors de l'été 2011, le projet est déjà au bord du gouffre. Le monde de la joaillerie est un milieu très fermé et personne ne leur fait confiance. L'urgence pour transformer l'essai, c'est la levée de fonds. Mais avant, il faut des clients. Et vu la situation plutôt bancale de leur business, Pauline et Sharif doivent aller très vite, très très vite. Alors ils se fixent un tempo d'enfer pour prouver que ça peut marcher. Grâce à Malek, l'ingénieur, le concept se peaufine avec l'impression 3D qui permet, via la production de prototypes en résine, de personnaliser l'offre, le tout en gagnant du temps. Ainsi, ils peuvent produire des bijoux moins chers en évitant le coût des stocks. En 3 mois, ils sont passés de la création du site à la sortie des premiers bijoux. Ils avaient un objectif précis et ont réussi à l'atteindre à force de rigueur et de persuasion. Ils vendent le premier bijou à une cliente d'Angers. C'est une bague en topaze et en or rose. D'ailleurs, la cliente leur raconte qu'elle a trouvé le bijou en tapant dans Google « bague en or rose ». Cette commande miraculeuse est donc presque le fruit du hasard. Mais nouvel obstacle, maintenant que la bague est commandée, il faut la produire.
Pauline passe des journées au téléphone à tenter de convaincre des joailleries. Mais rien n'y fait. On ne la connaît pas, donc on ne lui fait pas confiance. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Au bout de 150 coups de fil, Pauline trouve enfin quelqu'un pour produire son bijou, alors qu'elle était sur le point d'abandonner. La fabrication prend 10 longues semaines, et quand elle reçoit le bijou, elle réalise avec horreur que la pierre est montée dans le mauvais sens. En plus de ça, le design n'est pas vraiment respecté. Au final, la bague est livrée à la cliente au bout de 14 semaines, un délai sacrément conséquent. Ça a été une épreuve, mais Pauline a énormément appris sur cette première vente assez désastreuse. Il travaille comme ça pendant 6 mois, sans financement. Comment ? Eh bien, étant donné que le paiement se déclenche lorsque le client commande le bijou, la trésorerie reste toujours positive. Et pendant ces 6 mois donc, Pauline et son équipe travaillent d'arrache-pied et prouvent qu'ils peuvent vendre. Leur business plan fonctionne, et donc la levée de fonds se fait naturellement. Et avec leur diplôme, ils inspirent confiance. En 3 semaines, ils lèvent 450 000 euros. Et grâce à ça, Pauline et ses associés se versent un petit salaire et rendent le site plus professionnel. Alors, il est important de préciser ici que Pauline et Sharif ne paient pas de loyer à ce moment-là. Ils ont la chance de vivre dans l'appartement des parents de Pauline qui ont déménagé à Chinon. Puis, en juin 2012, Gemio lève 600 000 euros. Puis, en avril 2013, Alven Capital investit 3 millions d'euros. D'ailleurs, en 2012, Gemio enregistre un chiffre d'affaires de 32 000 euros. À cette époque, la société de Pauline Léniaud ne compte alors qu'une quinzaine d'employés. Toujours est-il que, enfin, Pauline peut s'occuper de sa marque et lance son gros chaton rose à la conquête de tout Paris. Alma Marceau. Alma Marceau. Maman, regarde le chat rose. Oh, comme il est mignon. On peut en avoir un comme ça. Ça, mon cœur, ça va être compliqué. Après, on peut toujours teindre gribouille. Avec ce chat rose orné d'une boucle d'oreille placardée dans les stations de métro, Pauline Léniaud réussit à créer une marque originale qui fait rêver. Elle comprend qu'avant toute chose, les clients achètent un univers. Et en effet, le gros matou génère quand même plus de 150% de croissance en 2 mois. Cette image de marque décalée par rapport aux autres mastodontes de la joaillerie est accompagnée du sous-titre « Jeune et joaillier », une phrase d'ailleurs qui ne manque pas d'humour. Grâce à ce marketing de génie, Gemio atteint 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en même pas 3 ans. La success story aurait pu s'arrêter là. Mais Pauline est loin de ressembler à l'étudiante modèle qu'elle a été. Maintenant qu'elle a goûté à l'entrepreneuriat, elle ne peut plus s'arrêter et se lance à l'assaut du podcast. Un jour qu'elle fait son footing, Pauline découvre les podcasts américains. Elle se met à écouter des gens inspirants et passionnants. Elle comprend aussi que le meilleur moyen d'avoir des idées, c'est d'écouter les gens qui en ont. Elle crée alors Le Gratin, qui s'appelait au tout démarrage La Crème de la Crème d'ailleurs, un podcast qui la met en scène aux côtés d'une personnalité pour une conversation sans tabou autour des succès mais aussi des échecs de cette dernière. Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Léniaud et bienvenue sur Le Gratin. Avec Le Gratin, je vous emmène toutes les semaines à la découverte de personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres. Des chercheurs, des scientifiques, des entrepreneurs. Alors tous les secteurs y passent, sportifs, médecins, CEO et artistes se succèdent au micro de Pauline. Son podcast se veut être instructif, mais possède également une forte empreinte développement personnel pour toucher les auditeurs dans leur intimité et les inviter à se dépasser pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Forte de son succès d'ailleurs, Pauline diversifie aujourd'hui son podcast en sortant différents formats d'épisodes comme La Leçon, un hors-série qui apprend à lancer une marque,
à se différencier ou à déléguer. Il y a aussi le Book Club, un format dans lequel elles mettent en avant des ouvrages incontournables. Ça va des livres de référence sur le business à des œuvres de littérature qu'il faut absolument connaître. Aujourd'hui, le podcast de Pauline, puisque c'est son dernier nom, réunit 250 000 à 300 000 auditeurs par mois, ce qui en fait un des plus gros podcasts business du moment. Elle constitue aussi une petite équipe qui s'occupe de l'aspect technique, ce qui lui laisse le temps de se pencher sur le fond. Elle renomme donc son podcast plus sobrement afin d'être mieux comprise à l'étranger. Le second degré qu'il y a dans Le Gratin était trop subtil. Son podcast s'appelle à présent le podcast de Pauline Léniaud. Entre Gemio, son podcast ou sa chaîne YouTube de conseils aux entrepreneurs, Pauline ne touche plus terre. Même si tout lui sourit, elle se dit que pour se préserver, elle a besoin de calme. Sharif, je sais qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais là j'ai atteint ma limite. Paris me bouffe. J'aimerais vraiment qu'on déménage. Ok, t'es sûr? T'as bien réfléchi? J'ai trop réfléchi même. Je veux passer à l'action. Et t'as pas peur pour Gemio? Quoi? De m'éloigner du siège? Non, on peut gérer à distance. Et puis on fera des allers-retours. Ça nous fatiguera. Pas plus que le bruit et les transports d'ici. Franchement, je suis prête à prendre le risque. Et ce ne sera pas la première fois. Pauline Léniaud et son mari ont quitté Paris et son tourbillon incessant. Ils sont au vert dans une maison en Suisse, loin du siège social de Gemio. Mais à part leur cadre de vie, rien n'a changé. Leur entreprise compte désormais 100 à 150 artisans joailliers et des boutiques dans les grandes villes de France. Même la crise du Covid n'a pas eu raison d'eux. Ils ont tout de même réalisé 500 000 € de bénéfices en 2021. Pourtant, même si tout ça sonne comme la fin d'un conte de fées, ce n'est en réalité que le début. Créer une marque, c'est long, c'est très très long même. Et il faudra un certain nombre d'années avant que Gemio ne devienne la marque de référence de sa génération. Cartier ne s'est pas construit en un seul jour. Et si jamais vous aviez un doute sur la détermination de Pauline et Sharif, sachez que pour achever de vous convaincre, ils se sont donné une deadline d'un peu moins de 300 ans. Et ça, c'est une autre histoire. Merci. Je crois que c'est le mot le plus simple pour exprimer ce que je ressens là maintenant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter car ce podcast représente beaucoup de travail. D'ailleurs, pensez bien à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous seulement si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Ce podcast a été écrit et réalisé grâce à Thibaut, Frédéric et Marie. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode.